Dans cette partie technique, je vous propose de voir un point technique comme l'annonce le thème, mais également de regarder la conséquence ou les conséquences pratiques sur le terrain. L'idée maîtresse, c'est de comprendre comment fonctionnent nos boîtiers, nos appareils photo, et de pouvoir les utiliser au mieux une fois face à nos sujets. Aujourd'hui, une petite introduction sur l'obturation. Et en préalable à ce point sur l'obturation, d'abord un retour sur l'exposition, puisque l'obturation est l'un des 3 points qui touchent à l'exposition de nos photos, sujet essentiel s'il en est, pour que nous ayons une photo correcte, pas seulement au plan purement technique, mais également artistique, qu'elle nous plaise et qu'elle soit convaincante pour ce que nous souhaitons faire. Alors, commençons donc par ce point concernant l'exposition. L'exposition est vraiment la base de toute photo. Je ne suis pas encore dans des considérations artistiques sur des choix particuliers concernant l'exposition, simplement le fait qu'une image soit bien lisible. Une photo bien exposée, il ne faut pas qu'elle soit trop sombre, parce qu'à ce moment-là, vous aurez du mal à voir dans les ombres. Elle semblera trop dense, peu agréable à l'œil. A l'inverse, une photo trop exposée, surexposée, là elle est trop lumineuse. On manque d'informations dans les hautes lumières. Alors on voit bien dans les ombres, si vous comparez la précédente avec celle qui vient d'apparaître, vous voyez qu'on y voit plus clair, notamment sous le pont en face ou bien dans les arbres. En revanche, dans les parties les plus claires, ça devient ce qu'on appelle un peu brûlé. Il faut donc une exposition qui soit équilibrée, ce qui est le cas de la 3e ici. Nous avons une photo qui est ni trop claire ni trop sombre. Comment va-t-on en arriver là? Comment va-t-on arriver à avoir cette photo bien exposée? Vous voyez qu'elle est lisible dans les hautes lumières, les façades des bâtiments les plus clairs sont bien lisibles. Sous les arbres, on y voit clair aussi, c'est pas très clair, mais on voit bien justement que c'est un peu plus sombre, c'est les zones les moins éclairées de la photo. Je ne parle même pas en dessous du pont où là c'est complètement dans l'ombre. Mais en tout cas, on a une photo qui est bien exposée, ni trop claire, ni trop sombre. Alors, comment arrive-t-on à une photo bien exposée? 3 éléments influent sur l'exposition. Premier élément, c'est l'ouverture de l'objectif. Le second élément, c'est le temps d'exposition. Et là, c'est l'obturateur qui va rentrer en action. Nous allons voir tout à l'heure la question de l'obturation. Troisième élément, c'est la sensibilité du capteur. Et ces 3 éléments, en fait, on peut prendre un exemple pour le comprendre, c'est l'exemple du saut. Alors, en quoi cela consiste? Pour comprendre comment ces 3 éléments se combinent. Imaginons que nous allons remplir un seau avec une large ouverture du robinet. Vous voyez bien que dans un seau, on a un robinet, on a le seau proprement dit, et puis l'eau qu'on va verser. Si nous avons une large ouverture du robinet, l'opération est brève. Au contraire, si nous remplissons le même seau avec une ouverture du robinet 2 fois moins importante, eh bien l'opération, c'est normal, est 2 fois plus longue. Ainsi donc, on peut se dire que le remplissage du seau dépend de 3 facteurs. La taille de l'ouverture du robinet, la durée de cette ouverture, et puis la taille du seau. Et lorsque l'un des facteurs change, un des 2 autres facteurs doit être modifié pour continuer à remplir le seau. Donc, si j'ouvre peu mon robinet, je devrais attendre plus longtemps pour que mon seau soit rempli. Si au contraire je l'ouvre très grand, j'aurai besoin de moins de temps. Si je prends un grand seau à ouverture de robinet égale, il faudra plus de temps. Ou bien alors, si je veux garder le même temps, si j'ai un plus grand seau, eh bien il me faudra ouvrir plus grand le robinet. Et ainsi de suite. Si nous faisons le rapport entre cette image du remplissage du seau, toute simple, image d'une pratique que nous avons tous les jours, parce que même si ce n'est pas un seau, nous remplissons une carafe d'eau, une bouteille ou que sais-je encore. Eh bien, le diamètre de l'ouverture du robinet, c'est le diaphragme de l'objectif. Bien entendu, plus l'ouverture
l'ouverture du robinet est grande, plus l'eau passe à flot. Et le diaphragme de l'objectif, c'est pareil. Plus on ouvre le diaphragme de l'objectif, plus de la lumière passe, puisqu'il ne s'agit pas d'eau, bien sûr, pour la photographie, mais de lumière. La contenance du seau, c'est la sensibilité du support numérique. Plus notre seau est grand, plus il contient d'eau. Plus notre capteur est peu sensible, plus il doit recevoir de lumière. Mais en revanche, on a de manière plus de qualité comme on a plus d'eau. En revanche, si vous voulez avoir un support numérique qui soit plus sensible, eh bien, il aura besoin de moins de lumière, mais en revanche, il aura moins d'eau à l'arrivée, un peu moins de qualité. Habituellement, plus on augmente la sensibilité, moins il y a de qualité en termes d'image, mais en parallèle, on a besoin donc de moins de lumière et cela peut nous sauver la mise. Troisième élément, c'est la durée de l'ouverture du robinet, c'est l'obturation. Et vous voyez que pour l'exposition, il faut tout simplement jouer sur ces trois éléments. Le diaphragme de l'objectif, c'est le diamètre de l'ouverture du robinet, c'est le volume de lumière qui passe, si on laisse de côté l'eau maintenant. La contenance du seau, c'est la sensibilité du support numérique. S'il y a besoin de beaucoup de lumière ou de peu de lumière pour arriver à une photo bien exposée, si on considère que le diaphragme d'obturation ne bouge pas. Et la durée de l'ouverture du robinet, c'est l'obturation. On va avoir une obturation qui va être longue ou brève, comme on va ouvrir longuement notre robinet ou on va l'ouvrir brièvement. Et on peut se dire, pour avoir plus de clarté sur la chose, si la lumière change, si on laisse de côté deux des éléments, par exemple le diaphragme et l'obturation ne bougent pas, eh bien il faudra changer la sensibilité du support numérique. Alors sur nos appareils, on pourra changer facilement la sensibilité. A l'inverse, si on considère qu'on ne veut pas changer cette sensibilité et pas changer l'obturation, on jouera sur le diaphragme de l'objectif. Et de la même manière, si on veut garder le même diaphragme et qu'on a réglé une bonne fois pour toutes la sensibilité de notre capteur, on jouera sur l'obturation si la lumière change. Ou bien, à lumière identique, on pourra ouvrir plus le diaphragme de l'objectif, il y aura plus de lumière qui entrera, à ce moment-là, on pourra raccourcir le temps d'obturation. Voilà donc pour la partie de l'exposition. J'espère que maintenant cela est plus clair pour vous. Comme vous venez de le voir, l'exposition est essentielle pour nos photos. Mais je vous l'avais annoncé, si je vous ai proposé ce petit retour, cette petite vue d'ensemble sur l'exposition, c'est pour nous attarder maintenant à l'obturation. C'est ce que nous allons voir, comprendre en quoi consiste cette obturation et quels sont ses effets concrets sur notre prise de vue suivant les sujets que nous abordons. L'obturation est donc l'un des trois piliers pour l'exposition. Et l'obturation se fait de telle manière que se gère le temps d'exposition. Le fonctionnement de l'obturation se fait au moyen de l'obturateur. Et cet obturateur, il peut être dans trois types différents. Premier type, c'est l'obturateur central. Historiquement, celui qui était présent sur les appareils un peu anciens, qui existe encore sur un certain nombre d'appareils, notamment les appareils assez haut de gamme. Nous allons voir qu'il n'est pas toujours souvent présent pour des raisons notamment de coût. Second type d'obturateur, l'obturateur plan focal ou l'obturateur à rideau. On utilise indifféremment un nom ou l'autre. Et le troisième type d'obturateur, c'est l'obturateur électronique. Aujourd'hui, un certain nombre d'hybrides et de réflexes possèdent non seulement l'obturateur plan focal, mais aussi font de l'obturation électroniquement au moyen du capteur. Si nous arrêtons à chacun de ces systèmes, d'abord l'obturateur central. L'obturateur central, il a comme premier avantage d'être très silencieux. On l'entend à peine, voire pas du tout. Il est donc apprécié notamment en photo de spectacle, toutes les photos qui nécessitent d'être absolument discrets. Il n'y a pas non plus de déformation de sujet à haute vitesse. Alors, il faut tempérer un peu la chose, parce que vous allez voir qu'on ne peut pas atteindre des très hautes vitesses, mais tout de même, c'est intéressant. L'obturation maximale, justement, elle est qu'au 1 millième, le plus souvent. Parfois, on est allé au-dessus, mais la plupart des obturateurs centraux sont à 1/500e, voire 1 millième. Mais en tout cas, jusqu'à cette vitesse-là, on n'aura pas de déformation du sujet. La synchronisation flash se fait sur toute la plage de vitesse disponible. Il n'y a pas de question à se poser. Si on peut faire une photo à une certaine vitesse, on pourra faire la même photo avec l'usage du flash. Mais, vous allez me dire, après tous ces éléments, on devrait forcément utiliser l'obturateur central. Il nécessite des coûts importants. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas présent dans les appareils. Il y a eu quelques essais où l'obturateur central était juste sur l'avant de l'appareil, avant l'objectif.
mais ce sont des cas très particuliers. Habituellement, l'obturateur central, il est présent dans chaque optique. Donc à chaque fois qu'on fabrique une optique, on doit installer un obturateur dedans et faire ensuite l'interface entre l'obturateur et l'appareil. Je parle d'appareils modernes. Historiquement, on déclenchait sur l'objectif et le boîtier ne servait vraiment qu'à la gestion du film puisqu'on était en argentique à l'époque. Deuxième type d'obturateur, l'obturateur plan focal ou obturateur à rideau. Lui, en revanche, par rapport à l'obturateur central, il est peu silencieux, voire parfois bruyant. Il y a des risques de déformation haute vitesse. Il faut quand même tempérer ce risque. Il n'est pas très important, mais il y en a un petit quand même. En revanche, l'obturation maximale va jusqu'au 1/4 millième, voire sur certains boîtiers 1/8 millième. Donc très intéressante. On peut aller vraiment dans des obturations très brèves pour saisir des sujets dans un mouvement très rapide. La synchronisation flash, en revanche, elle est limitée, généralement entre 1/60e et 1/250e. Pour quelle raison? C'est que lorsqu'on est à des vitesses supérieures, donc plus rapides, il y a deux trains de rideau. Un premier pour l'ouverture, le second train de rideau qui se lance pour la fermeture. Et bien pour atteindre des vitesses importantes, on commence à lancer le train de rideau qui ferme avant que le train de rideau qui s'est ouvert soit allé jusqu'à la fin du mouvement. Donc, dit autrement, en fait, c'est une fente qui balaye de telle manière à exposer notre capteur. Ce qui veut dire que, bien sûr, comme le flash a un temps d'exposition très très bref, eh bien, il ne pourra pas exposer toute la photo. Donc, on ne peut utiliser ce type d'obturateur uniquement lorsque on est dans la situation où il faut attendre que le premier train de rideau ait fait tout son mouvement pour que le second se mette en mouvement. L'avantage de ce type d'obturateur, c'est qu'il est d'un coût relativement limité, surtout du fait qu'on a besoin de l'installer qu'une seule fois, puisqu'il est dans le boîtier. L'obturateur électronique, quant à lui, il n'a aucun bruit. Donc très intéressant pour ne pas se faire remarquer lorsqu'on fait des photos. Il n'a aucune partie mobile en mouvement et donc aucune vibration. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de question d'usure. En tout cas, un capteur, s'il va s'user, c'est pas parce qu'il y a souvent des déclenchements. Contrairement aux deux précédents qui sont des mécaniques, même s'il y a de l'électronique dedans, il y a toujours des pièces mécaniques. La vitesse maximale est très élevée, jusqu'à 1/32 millième, et même on est allé un peu au-delà, comme vous avez vu lors de la partie nouveauté quand je vous parlais de Leica, avec 1/40 millième. Il est en revanche, l'obturateur électronique, sujet au rolling shutter. C'est un terme anglais qui veut dire tout simplement qu'il y a une déformation des sujets en mouvement liée à une récupération progressive des informations. En fait, même si la récupération est brève, puisqu'on peut arriver à des vitesses très élevées, tout n'est pas récupéré au niveau des informations exactement dans le même instant. Donc, comme il y a une différence, le sujet, lui, s'il s'est déplacé entre-temps, pour peu qu'il soit très rapide, il y aura une déformation de ce sujet. Autre élément contraignant, un capteur, plus vous le laissez allumer longtemps, plus il chauffe. Et ce qui veut dire que si on fait beaucoup de prises de vue et avec son capteur, alors vous allez me dire c'est le cas de tous les appareils numériques, pas complètement parce que entre deux photos, vous n'utilisez pas votre capteur, sauf si vous visez avec le capteur. Mais avec un réflexe par exemple, le capteur se retrouve au repos entre deux prises de vue. Et bien dans le cas de l'obturateur électronique, on le met vraiment à contribution, il sert à la capture des images. En général, sur les appareils, il y a beaucoup d'hybrides, donc il sert aussi pour la visée et il sert aussi pour l'obturation. Donc il y aura une chauffe du capteur et de ce fait, une légère dégradation de la qualité de l'image. Bien entendu, à chaque génération de capteurs, on fait des progrès de ce côté-là. Ayant vu cet élément technique, donc des différents types d'obturation, qu'en est-il de l'échelle de mesure? La mesure du temps, elle se fait toujours en secondes. Vous allez me dire que ce n'est pas une réelle nouveauté, une découverte. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le plus souvent, elle se fait sous la forme d'une fraction. Soit un temps très long, alors là on sera carrément dans la seconde, vous voyez 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et puis si on arrive sur les temps plus courts, là ce sera très rapide, et on sera avec des vitesses qui pourront aller au 1/2 millième, 1/4 millième. Bon, il y a des vitesses plus importantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste dans un cadre assez classique. Et donc, ce qui veut dire que le plus souvent, quand on parle de vitesse d'obturation, on est sous la forme de fraction. Chaque fois qu'on divise le temps par 2, on a 2 fois moins de lumière qui arrive au capteur. Vous le voyez, si on est vers les 4 secondes, on a énormément de lumière. Si on est vers 1/4 millième, on a très peu de lumière. Donc au fur et à mesure que la vitesse est plus rapide, plus brève, on a de moins en moins de lumière.
Cela étant dit, vu comme ça, on a tendance à se dire il suffit de faire des prises de vue longues et puis la question ne se pose pas. Mais il faut gérer aussi les mouvements. Et d'abord, le mouvement du photographe. En fait, tous les temps de pause ne sont pas utilisables de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il soit inintéressant d'avoir la possibilité de faire des photos à 2 secondes, 4 secondes, ou même sans aller aussi loin, ne serait-ce qu'à un quart de seconde ou à une demi-seconde. La règle de base quand même, c'est qu'il faut une vitesse supérieure ou égale à l'inverse de la focale. Alors, cela veut dire quoi? Prenons un exemple, pour être concret. Si vous avez un 50 mm, je suis en format 24-36, on va rester là, il vous faut une vitesse de 1/50e de seconde ou plus. Si je reprends mon échelle, ça veut dire qu'il faut en pratique 1/60e ou plus. Donc vous voyez 1/60e, 1/125e et ainsi de suite. Si vous êtes à 1/30e ou 1/15e et en descendant, vous risquez le flou de bouger. Bien sûr, le risque est moins important au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la vitesse minimale. Donc 1/30e, il y a un risque de flou de bouger, mais il n'est pas très important. Mais il existe quand même. Il y aura des possibilités de corriger cela, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais cela étant dit, retenons cette chose-là, si nous voulons être sûrs de nous, avoir une photo nette, sans aide, sans point particulier mis en valeur, nous devons regarder quelle est la focale de l'objectif et nous dire, eh bien, je fais l'inverse de la focale pour savoir la vitesse minimale nécessaire pour avoir une photo nette. De la même façon, donc, si j'étais au 100 mm, il me faudrait être au 1/125e ou plus. Bien sûr, si vous pouvez cibler une vitesse entre les deux, sur des appareils modernes, la plupart du temps on peut le faire, si vous mettiez 1/100e, cela conviendrait. Je reste sur ces séparations classiques des vitesses qui vont d'indice de luminosité en indice de luminosité. Je vous rappelle par rapport à la question de la lumière, 1/125e de seconde, c'est 2 fois moins de lumière qu'un 60e, et ainsi de suite. Donc, pour gérer les mouvements du photographe, on doit cibler une vitesse inverse à la focale au minimum. Bien sûr, si vous avez un zoom, si vous avez par exemple un 24-70, c'est 1/24e, donc 1/30e pour faire simple, et jusqu'à 1/70e, 1/60e ça passerait, mais peut-être un peu juste, donc 1/125 pour être tranquille. Pour risquer donc limiter le risque de flou, d'abord la première chose, c'est tout simplement l'entraînement. Il y a différents petits trucs pour arriver à prendre une bonne position pour faire de la photo. Typiquement, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas être crispé sur son appareil, parce que sinon, tous vos tremblements se transmettent à l'appareil. La meilleure technique, c'est être un petit peu détendu, respirer tranquillement, il ne faut surtout pas bloquer sa respiration. La bonne technique d'ailleurs, c'est plutôt de photographier au moment où vous expirez. Parce que quand on expire, on a un mouvement continu. Si on expire doucement, on ne force pas le trait. Et à ce moment-là, c'est le bon moment pour déclencher. Vous écartez légèrement vos jambes pour être plus stable sur le sol. Les bras le long du corps, ni serrés, ni les bras larges. Et là, vous pourrez prendre une photo en limitant le risque de flou. Et si je reprends le cas tout à l'heure du 50 mm, vous pourrez, je pense, arriver au 1/30e. Des photographes très aguerris descendent au 1/15e. Mais c'est quand même très risqué. 1/30e, là, c'est vraiment faisable. Seconde possibilité, qui peut se combiner avec la première quand même, c'est le stabilisateur. De plus en plus d'objectifs, voire aussi des boîtiers, sont équipés de stabilisateurs, ce qui permet de gagner une, voire deux vitesses. Si je reprends mon 50 mm, le 1/30e se fera sans problème avec le stabilisateur, voire le 1/15e. Et même quand je dis deux vitesses, des stabilisateurs modernes, vraiment qui ont poussé la technique au maximum, permettent de gagner 3 voire 4 indices de luminosité. Donc pour notre 50 mm, on va dire qu'on peut descendre au 1/8e, voire un quart. Bien entendu, le mieux c'est de connaître son matériel, donc de faire des essais tranquillement chez soi. Et pour être sûr de soi, une fois prises les photos, regardez-les bien à 100% pour vérifier dans les détails, on n'est pas ce petit effet de flou. On voit que le piqué de la photo s'est réduit. La photo semble dans une sorte de léger halo. Donc en général, c'est le signe qu'il y a eu un flou lié au mouvement. Ce n'est pas le mouvement du sujet, parce que si vous photographiez votre mur chez vous, le mur il ne bouge pas. C'est bien vous-même qui bougez imperceptiblement. Et l'appareil photo saisit, hélas, ce mouvement. Donc pour lutter contre ce mouvement, le stabilisateur peut nous aider, mais il faut connaître ses limites. Dernière possibilité, bien sûr, sont des supports. Le premier support, c'est un muret ou un autre appui naturel. Ça peut être une petite barrière dans la rue, n'importe quoi, ce qui se présente sous notre main, disponible directement.
La bonne chose à faire, c'est d'avoir avec soi peut-être un tissu, ou encore mieux, certains utilisent des sortes de petits sachets dans lesquels ils ont mis des billes ou des graines. L'idée, c'est d'avoir une sorte de petite balle, mais un peu molle, sur lequel on peut poser l'appareil. On peut arriver à appuyer dessus sur ce petit support pour pouvoir orienter légèrement. Et en même temps, on profite de la stabilité offerte par la barrière, par le muret. L'autre type de support, c'est le monopode. Donc, certains ont peut-être déjà vu, hein, ce sont des sortes de pieds, mais un pied avec une seule branche. On ne gagne pas énormément. En fait, on a à peu près le même apport qu'un stabilisateur. Mais c'est intéressant. C'est aussi au fait intéressant lorsqu'on a des objectifs de longue focale, parce que ce sont des objectifs souvent assez lourds, surtout combinés à l'appareil photo. Ça permet de limiter un peu la fatigue. Quand vous êtes trop fatigué au niveau des bras, vous êtes tétanisé, vous avez des tremblements, et là, ça n'aide pas du tout pour avoir des photos bien nettes. Dernier support existant, le plus connu, c'est le pied photo. Pourquoi je le donnais en dernier avant les deux autres? C'est parce que les deux autres ont l'avantage d'être plus compacts, particulièrement le muret ou l'autre appui naturel. Bien sûr, on est tributaire à ce qu'on trouve autour de soi, mais il suffit d'un tout petit sachet, d'un morceau de tissu, ça ne prend pas de place dans le sac, et on peut l'utiliser tout le temps, et rapidement. Le pied, il faut d'abord le transporter, même si c'est un pied, mais hélas un peu haut de gamme et coûteux, sont légers, des trépieds en carbone, et surtout, il a un encombrement et un poids. Et un poids et un temps de, parce que le poids j'en ai déjà parlé, un temps de mise en œuvre. Il faut le temps de déplier le pied, de bien le poser au sol, de tout faire les réglages. Donc pour la photo prise sur le vif ou qu'on désire faire rapidement, ce n'est pas l'idéal. Cela étant dit, si vous voulez faire de la photo de nuit, là, si vous descendez à 2 secondes, 4 secondes, et même avant, une demi-seconde, une seconde, le pied sera vraiment le meilleur des aides. Même si en posant bien un appareil photo sur un muret, vous y arriverez. Après, vous pouvez faire une combinaison des deux. Avoir un tout petit pied de poche, ça marche très bien, et utiliser un muret pour avoir la hauteur nécessaire. Vous posez votre appareil photo avec son petit pied de poche sur le muret, vous avez le meilleur des deux mondes. La limite, bien sûr, c'est qu'il faut trouver le muret, mais dans certains cas, ça marchera très bien. Là, c'était pour la gestion du mouvement du photographe. Mais même si nous faisons des efforts, un stabilisateur, un pied, de l'entraînement, il reste la question des mouvements du sujet. Et les sujets rapides, ils sont nombreux. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux véhicules, à ceux qui font des photos sur le bord des circuits, pour des voitures, des motos, ou même ceux qui photographient lors de meetings aériens des avions en mouvement. Mais il n'y a pas que les véhicules. Il y a aussi des animaux, tous ceux qui font des photos d'animaux, animaux sauvages, ou même dans des zoos. Et puis des enfants, tous ces sujets un peu turbulents qui parfois d'ailleurs évoluent de manière un peu erratique, et il n'est pas toujours facile de les saisir de façon nette. Surtout que si vous êtes en plein soleil, en pleine lumière, là vous aurez une grande quantité de lumière, ce qui veut dire aussi une possibilité de monter facilement avec des hautes vitesses, mais lorsque la lumière baisse, ce sera plus compliqué parce que si vous ne faites pas de choix spécifique sur votre appareil, l'appareil choisira une vitesse moyenne et votre sujet sera un peu flou. La règle un peu simplette, mais qui est nécessaire de rappeler, c'est que plus le sujet est rapide, plus la vitesse de l'obturateur doit être brève. Ça veut dire que sur un sujet un peu rapide, même un enfant qui court dans l'herbe, vous pouvez être facilement à du 1/250e, voire 1 centième de seconde, pour être sûr que l'enfant soit saisi net. Mais en fait, ce n'est pas le seul élément qui intervient. La place du photographe joue sur le choix de la vitesse. En fait, la vitesse est plus importante en latéral par rapport à un mouvement de face. Imaginez que vous êtes sur le bord d'un quai, que vous voyez passer un train. Si vous regardez vraiment perpendiculairement au train, le train passer, vous verrez que chaque élément du train, une vitre, une porte, passe très vite devant vos yeux, même si le train d'ailleurs n'est pas très rapide, s'il passe presque au ralenti dans la gare. Si au contraire vous regardez le train passer, mais avant même qu'il arrive dans la gare, vous le voyez sur la voie arriver, vous remarquerez qu'il a un mouvement qui vous semble beaucoup moins important, et ce d'autant plus qu'il est loin. On a l'impression presque qu'il ne bouge pas à l'horizon, et pourtant il arrive assez vite. Ce qui veut dire que vous aurez besoin d'avoir une vitesse moins rapide pour saisir ce train qui sera pourtant toujours à la même vitesse. Par exemple, votre train avancera à 100 km/h. Si vous le prenez de face, pas juste quand il arrive à votre niveau, mais un peu avant, vous pourrez être tout simplement à une vitesse de 1 centième de seconde, ça passera très bien. Si en revanche, vous êtes dans la gare et que vous regardez le train passer devant vous, le 1 millième, voire le 2 millième ou même le 4 millième sera nécessaire à vérifier, bien entendu. Et cela demandera donc beaucoup de lumière.
Donc, ce qui veut dire que le placement que vous avez par rapport à votre sujet est très important. J'en arrive maintenant à un petit bilan de tout ce que je vous ai dit. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'obturation. Vous avez vu en tout cas les deux éléments principaux. D'abord, préalablement, le fait que l'obturation ait trois éléments qui influent sur l'exposition et qu'il existe différents types d'obturateurs. C'est intéressant à savoir parce que ça a des conséquences sur notre pratique photographique. Si vous avez un obturateur plan focal, vous ne pouvez pas l'utiliser à toutes les vitesses possibles si vous utilisez un flash. Quoi qu'il en soit, au-delà de la technique des types d'obturateurs, il y a en fait deux types de flou liés au mouvement qui peuvent survenir. Le premier, c'est le mouvement du photographe. Alors là, il y a différentes techniques pour s'en prémunir. Moi, je vous conseille vraiment, dans la mesure du possible, d'utiliser les objectifs avec une stabilisation, d'avoir la stabilisation dans le boîtier, ça dépend des marques et des modèles. Parfois, d'ailleurs, il y a les deux qui se combinent. Maintenant, notamment chez Panasonic, ils proposent de combiner la stabilisation au niveau du boîtier et la stabilisation au niveau de l'objectif. Mais il y a d'autres techniques qui existent chez les autres marques. Et tous les stabilisateurs aujourd'hui donnent de bons résultats, avec quelques petites différences tout de même. Et puis, d'autre part, le flou lié au mouvement du sujet, parce que le sujet se déplace. Bien entendu, là, on voit seulement le fait d'assurer des sujets nets. Après, on pourra faire de la créativité, on verra ça dans un autre épisode, voir comment on peut adapter la vitesse d'obturation en fonction du résultat souhaité. Mais c'est sûr que le premier résultat souhaité, c'est une image nette. Après, on part dans la créativité. J'espère que vous comprenez désormais mieux comment l'obturation fonctionne. Bien entendu, nous n'avons vu que quelques points concernant les conséquences pratiques sur le terrain. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Quoi qu'il en soit, je pense que désormais, vous ne photographierez plus de la même façon lorsque vous appuierez sur les déclencheurs.